Bonjour à tout le monde. Donc je suis à la fois honorée et intimidée d'intervenir dans un colloque face à des spécialistes de l'éducation nouvelle parce que j'ai plutôt fait ma thèse sur l'éducation pacifique et justement un des volets que j'avais peut-être le moins creusé était celui de l'interaction avec l'éducation nouvelle. Donc aujourd'hui c'est une première tentative d'approfondissement de ce travail. Donc, dans cette idée, donc les organisations internationales qui sont pionnières en matière de coopération intergouvernementale en éducation, donc à savoir le Bureau international d'éducation et l'UNESCO, comme nous ont présenté Rita et Bernard ce matin, érigent leur activité autour de la cause de l'éducation pacifique, ce qui a suscité un bon nombre d'émulsions intellectuelles, et notamment au sein du mouvement de l'éducation nouvelle. Pourtant, l'éducation pacifique est très peu définie. Au contour flou, elle a une nature plutôt élusive, comme le dit si bien Bartal. Et son évolution permanente est nécessaire pour assurer une adhésion internationale, mais aussi pour s'adapter aux besoins locaux. Et donc, c'est à la fin des années 60 qu'on verra un tournant majeur qui va s'opérer. Donc, l'éducation pacifique va devenir l'objet d'une recommandation internationale qui va donc définir, inscrire pour pouvoir guider et régir un bon nombre d'initiatives éducatives jusqu'à sa présente révision l'année dernière. Donc, dans cette présentation, je vous propose dans un premier temps d'explorer un petit peu le contexte qui est une restitution des analyses qui ont été conduites au sein de ERIS et aussi dans le cadre de ma thèse. Et ensuite, on va essayer donc d'explorer dans quelle mesure, donc ce qui avait été aussi évoqué ce matin par Rita et Bernard, dans quelle mesure on peut apercevoir cette circulation à la fois diffuse mais aussi discrète des principes de l'éducation nouvelle au sein des conférences internationales de l'instruction publique qui vont donc produire des recommandations internationales. On va regarder comment cette inscription se fait dans le cadre de la cause générale, donc à savoir l'éducation pacifique, que je vais décrire ici comme une éducation à, pour et par la paix. Dans un deuxième temps, on va regarder également l'inscription des principes de l'éducation nouvelle, donc dans ces outils normatifs internationaux. Donc, quelles sont les recommandations qui vont retenir ces principes-là et dans quelle mesure, effectivement, on va tenter de définir une recommandation sur la paix et dans quelle mesure celle-ci va garder ou alors évincer les principes de l'éducation nouvelle. Et enfin, une dernière partie que je commence donc à creuser, mais que j'aimerais partager avec vous, c'est un tournant majeur qui a lieu dans les années 70, où il s'agit dorénavant d'adopter ces outils de manière, disons, un peu plus rigoureuse, enfin, disons, pour cadrer et structurer les futures discussions. Et donc, dans ce cadre-là, on va venir lier l'éducation pacifique avec la notion de développement pour instaurer un concept central d'influence internationale, ce qui constitue une étape historique de la gouvernance mondiale en éducation telle qu'analysée par Kuroda. Donc, dans un premier temps, une brève description du Bureau international d'éducation. Donc, c'est un bureau qui a été créé dans les années 1925 et qui est devenu intergouvernemental dès 1929 avec la signature des statuts en premier lieu par l'Équateur, la Pologne, l'Égypte et la République tchèque. Une date clé qu'on va retenir dans le cadre de cette présentation, ça va être 1934, qui va constituer la première conférence internationale de l'instruction publique, où les États sont invités à s'asseoir autour d'une table pour débattre de thématiques éducatives. Enfin, quelques notions un peu clés. Donc, dès la création de l'UNESCO en 1947, les deux instituts se rapprochent pour former un accord final en 1952, et le bureau va se voir absorbé dans l'UNESCO à partir de 1969. Les travaux donc, de Rita, Bernard et de Cécile ici, qui ont écrit un article donc, sur les liens entre l'éducation nouvelle et le Bureau international d'éducation, démontrent qu'il y a 3 phases. Une première où le bureau est tout particulièrement proche des mouvements et des principes, des valeurs de l'éducation nouvelle. Une deuxième phase où la terminologie va continuer d'inspirer mais va s'estomper progressivement. Et une troisième phase au moment où on fait venir les gouvernements, où là les principes d'éducation nouvelle semblent disparaître, mais cependant, comme l'ont démontré les auteurs, continuent d'imprégner effectivement les travaux. Donc,
Très brièvement, au niveau de l'éducation pacifique, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est que dans les années 30, c'est davantage un modèle de paix négative qui s'est constitué, c'est-à-dire qu'on vise l'absence de guerre et les États vont rapporter leur activité plutôt en rapportant en fait des petites activités qui ont un caractère éphémère et qui sont donc portées par une communauté d'acteurs tout particulièrement impliqués dans les mouvements pacifiques. Et également, la majorité de ces activités vont avoir une visée pour la paix, c'est-à-dire qu'on va chercher à éduquer pour construire un monde en paix. Cette dynamique va changer un petit peu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1947 va constituer de fait un agenda international sur lequel les acteurs du BIE et les États participants vont s'appuyer lors de chaque conférence. Ainsi, à partir de 1946, on verra que quasi annuellement, tous les ans, va être réaffirmé ce lien entre l'éducation et la paix. On voit se développer un modèle de paix positive, c'est-à-dire non plus l'absence de guerre, mais la réforme des structures pour une paix durable et pour une équité généralisée à l'échelle de la société. Et également, c'est une approche holistique et durable, c'est-à-dire qu'on va chercher à intervenir au niveau individuel, collectif, mais aussi structurel. Donc l'éducation pacifique devient un objectif partagé, une approche pédagogique et un contenu scolaire. Et dans ce sens-là, on peut donc parler d'une éducation à propos de la paix, une éducation pour asseoir la paix et une éducation par des méthodes ancrées dans une approche pacifique. Donc si l'éducation pacifique va se construire d'une effervescence d'action de terrain, mais aussi d'utopie et de tension, la question qu'on se pose effectivement, c'est qu'est-ce qui va marquer en fait son évolution? Pourquoi est-ce qu'on garde toujours un petit peu ces contours flous au niveau des discussions? Et effectivement, un petit peu à l'instar de ce qu'a expliqué Philippe Mérieux juste à l'instant, il y a cette idée finalement que ça se constitue comme une cause qui permet donc de rassembler différents acteurs et d'éviter les tensions ou les contradictions idéologiques. On aperçoit en étudiant et en codant les interactions dans les conférences que l'éducation pacifique va se co-construire à partir d'une évocation de différents modèles, comme c'est représenté par exemple sur les petits réseaux d'interaction. Donc là, c'est chaque État qui prend la parole. Quand vous voyez une boucle sur MM, ça veut dire que l'État met en valeur sa propre initiative nationale. Également, nous avons pu relever qu'il y a une construction qui n'est pas dépourvue de tensions politiques et qui va avoir des divisions, donc notamment dans un monde... en pleine guerre froide, on va voir le bloc de l'Est qui va s'opposer au bloc de l'Ouest dans les discussions, également à travers la vague de décolonisation. Donc ces tensions vont se refléter au sein de l'Assemblée, malgré le fait que celle-ci soit définie dans un cadre de neutralité technique. Également, ça c'est un petit détail, mais avec l'émergence de l'UNESCO, petit à petit, les États vont se décharger en fait auprès de l'UNESCO en ce qui concerne les questions pacifiques et la pédagogie donc pour la paix à ce niveau-là. Parmi les dates clés, on a cette co-construction en effervescence jusqu'en 1968 où là on se décide à effectivement produire une recommandation sur la compréhension internationale et sur la paix. Et donc ça on va y revenir tout à l'heure parce que celle-ci va être ensuite fortement considérée un peu comme une base pour la recommandation de 1974, celle qui est tout particulièrement connue, portée par l'UNESCO sur la compréhension internationale et qui a été révisée seulement l'année dernière. Également, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça devient un concept défini et central, donc on peut apercevoir une forme de tournant en fait dans les années 70. Donc, compte tenu donc, de ces liens proches entre le BIE et l'éducation nouvelle, maintenant, je me suis amusée un petit peu à les creuser pour savoir comment ces principes ont-ils été saisis ou non par des acteurs intergouvernementaux. Donc, dans le cadre des conférences, donc c'est à peu près... à partir des procès-verbaux qui ont été publiés entre 1934 et 1958, donc on a à peu près 1656 délégués avec 11,5% de femmes. Vous allez voir que ce chiffre va quasiment tripler dans les années 70-90. Cependant, la part de femmes va rester globalement à un pourcentage près la même. Également, l'idée qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une forte rotation, c'est-à-dire que plus de 80% des délégués qui viennent représenter un État ne le représentent qu'une seule fois. Également, il y a une relative faible participation, dans le sens où seulement 38% des délégués vont prendre la parole, et parmi eux, seulement 60% d'entre eux vont la prendre qu'une seule fois.
c'est majoritairement des spécialistes de l'éducation ou des personnes qui ont des profils multiples, c'est-à-dire qui ont exercé dans le cadre à la fois de la gestion éducative, mais aussi des politiques internationales, qui vont intervenir le plus. Ce petit tableau, simplement, ce qui est intéressant à retenir ici, c'est qu'effectivement, la manière dont les délégués interviennent principalement, c'est pour présenter donc, leur modèle national, donc juste en amont de la rédaction de la recommandation. Donc c'est une manière pour pouvoir avancer ou appuyer une certaine idée ou une certaine dynamique pour que celle-ci soit reprise. On remarque également qu'il y a très peu de demandes de renseignements auprès des autres et surtout très peu de désaccords, d'opposition ou de tensions. Donc c'est effectivement des procès-verbaux qui, quelque part, sont un petit peu lisses à étudier. Mais néanmoins, à travers des analyses de réseau, on a pu mettre en avant qu'il y a des stratégies d'intervention qui sont tout de même à l'œuvre. On aperçoit des alliances régionales, des alliances idéologiques qui se constituent autour de facteurs communs, comme un passé colonial ou un environnement tropical, qui va permettre en fait à des États de faire poids dans la discussion pour pouvoir avancer leur idée. Également, on a pu relever plusieurs enjeux de politisation et de dépolitisation qui se passent dans cet espace-temps, des tensions géopolitiques, comme je l'évoquais juste précédemment, mais aussi des stratégies de silencement, c'est-à-dire des façons de pouvoir écarter ou de faire intégrer différentes idées. Donc, qu'en est-il alors, dans cet espace, donc, supposé être construit pour pouvoir favoriser des discussions qui sont neutres, donc c'est-à-dire non imprégné de tensions politiques, culturelles ou idéologiques ou doctrinales, comment dans cet espace, en fait, les idées de l'éducation nouvelle ont pu survivre. Donc, en 1954, il y a un discours qui est tout à fait intéressant de Piaget. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que Jean Piaget donc, prend la parole au début de la conférence pour rappeler l'attachement des fondateurs et de lui-même à l'éducation nouvelle et aux méthodes actives. Il précise également qu'il aurait pu être tentant de concevoir l'activité du bureau comme centrée autour d'une doctrine de l'éducation nouvelle et le rôle de la conférence comme devant être celui de défendre cette doctrine. Cependant, ils ont voulu éviter de susciter des contre-doctrines et de plutôt constituer cette conférence comme un forum où les thèses pourraient librement s'affronter. Cependant, Piaget est relativement fier de pouvoir clamer que les recommandations qui sont produites sont produites dans un esprit nullement régressif. C'est une fierté dont aucun partisan de l'éducation nouvelle, aucun psychologue ne saurait même rougir. Donc effectivement, quand on va se plonger un petit peu dans le profil des acteurs, donc il y a plusieurs acteurs qui sont attachés au mouvement de l'éducation nouvelle. Donc là, je vais pas pouvoir tous vous les restituer, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle va venir participer en tant qu'observatrice entre 1953 et 1956, chaque année. Elle va avoir ce statut d'observatrice, donc elle va avoir une présence relativement silencieuse, et d'ailleurs, elle ne prend pas la parole. La Ligue internationale donc, de l'éducation nouvelle a été représentée successivement par Fischer, Jean Richard et Robert de Trins. Et Robert de Trins, ce qui est intéressant, c'est qu'il est impliqué déjà donc, depuis les prémices du BE, mais également en tant que représentant de la Suisse, représentant du gouvernement de la Suisse. Et c'est plutôt en cette qualité-là, si on observe ces interventions, qu'on va voir effectivement quelques tonalités de l'éducation nouvelle qui vont peut-être transparaître dans son discours. Donc, par exemple, en 1954, quand on discute la formation du maître du cycle d'orientation, Robert de Trins précise que cette formation devrait être avant tout psychologique et comprendre entre autres la pédagogie expérimentale. Il n'est plus possible de faire recours aux anciennes méthodes de sélection et d'enseignement. Également, il va proposer un amendement sur un article où il va proposer d'ajouter simplement quelques mots à la fin d'une phrase, et ce seraient les mots suivants. Il est souhaitable également qu'une place soit faite dans cette formation à la pédagogie expérimentale. Donc, c'est par des petites touches comme ça que ces principes vont pouvoir s'infiltrer, donc soit dans les discussions au moment du débat, soit au moment du vote et des propositions d'amendement. A contrario, Joseph Albert Loveris, qui est donc président de la New Education Fellowship à Londres, mais qui se présente en tant que représentant du Royaume-Uni en 1946, puis en tant que représentant de l'UNESCO à partir de 1947,
lui ne va faire quasiment aucune intervention, particulièrement en faveur d'une éducation progressive. Il va d'ailleurs même plutôt rester discret à ce sujet-là. Donc je n'ai malheureusement pas encore eu la chance de me plonger peut-être un peu plus dans les archives pour voir si dans les coulisses, il parvient peut-être à partager ses idées. Néanmoins, comme cela a été aussi mentionné par Rita et Bernard ce matin, il s'est trouvé être un allié pour le BIE, notamment au moment de sa survie, quand l'UNESCO se créait. Donc au départ, le BIE était un petit peu réticent, de peur d'être associé à la NEF, parce qu'il voulait quand même conserver cette identité d'être un bureau de coopération intergouvernementale. Néanmoins, quand ils se sont rendus compte que l'Overis avait une très bonne réputation aux yeux des fondateurs de l'UNESCO, ils se sont immédiatement rapprochés de lui et c'est devenu effectivement un allié tout particulièrement précieux. Oups. Donc très rapidement, la littérature a déjà fait état que les méthodes actives vont... Excusez-moi, je vais accélérer le rythme un petit peu. Les méthodes actives, issues de l'éducation nouvelle, sont effectivement diffusées dans les recommandations. Donc ça, c'est un article qui a été écrit par Vivienne aussi en collaboration avec d'autres collègues. Ce qui démontre en fait une volonté de réforme pédagogique. Également, Eris a démontré donc que ces intégrations sont justifiées par la psychologie génétique de Piaget et potentiellement cristallisées donc, dans cette mission principale qui est d'asseoir la paix par l'éducation et la compréhension internationale. Et ce, notamment donc, dans une éducation à, pour et par la paix. Et c'est à ce moment-là où on va pouvoir avoir cette déclinaison de par la paix qui va incarner en fait les pédagogies actives. Donc, par exemple, si on prend la discussion qui se situe autour de l'enseignement des sciences naturelles, c'est une discussion tout à fait intéressante qui va regrouper donc les trois dimensions. Donc, on va avoir effectivement Jean Piaget qui va préciser donc c'est un terrain fertile pour l'école active. Ce point va être soutenu par la Tchécoslovaquie, également par l'Afghanistan, l'Australie, le Brésil, l'Italie et la Tchécoslovaquie qui vont en profiter pour rappeler en fait le bien commun de l'humanité. Et donc à partir de cette discussion, il est effectivement possible de voir se décliner trois dimensions d'une éducation pacifique, une éducation à la paix, donc indissociable de l'histoire de l'humanité, une éducation par la paix, donc basée sur ces pédagogies actives et centrées sur les élèves et adaptées à leur développement intellectuel, et une éducation pour la paix, c'est-à-dire pour un esprit de collectivité. Au niveau de leur inscription dans les recommandations, donc là, on élargit un petit peu la période temporelle. Sur les 71 recommandations produites entre 1934 et 1977, 67,6% d'entre elles comprennent au moins un principe de l'éducation nouvelle. Les recommandations les plus empreintes sont celles du personnel enseignant à l'étranger et aussi celles de l'éducation pour la compréhension internationale. On va retrouver notamment ces principes aussi dans les discussions autour de l'enseignement spécial et pour les débiles mentaux, entre guillemets, c'est leur terme de l'époque, et également dans l'école rurale, qui en fait se constituent comme des laboratoires d'expérience où dans ces cadres-là, il serait peut-être plus légitime ou plus facile d'y apporter une pédagogie expérimentale. Également, les termes éducation nouvelle et démocratie vont se retrouver dans les recommandations, ce qui pourrait être associé à la doctrine de l'éducation nouvelle. Donc ça, ce petit graphe, c'est simplement pour montrer que en fait, tous les principes identifiés voilà, on a une chute drastique à partir des années 70. Et en fait, c'est ce point-là qui je trouvais particulièrement intéressant. Tandis qu'on a justement cette recommandation qui vise à se mettre en place en 68. Donc, cette recommandation, elle permet donc d'inscrire effectivement la nécessité d'avoir recours aux méthodes actives, mais également en tant que modèle, il s'agit de s'associer donc aux écoles associées de l'UNESCO qui seraient des terrains exploratoires en fait pour cette pédagogie active. Au moment du vote de cette recommandation, il y a notamment des contestations et des tensions au niveau de l'éducation morale, mais aussi au niveau de ce qui touche à la notion de la laïcité, de la religion ou de la spiritualité, débat qui ne semble pas être résolu et simplement évincé. Alors, là, on fait un petit bond en 1974. Donc, également, en 1974, on va retrouver un petit peu les mêmes dimensions. C'est-à-dire que
dans cette recommandation, ce qui est étonnant, c'est qu'on a finalement seulement 3 articles sur les 45 qui sont concernés par des principes qu'on pourrait aisément associer au mouvement de l'éducation nouvelle. Par exemple, l'interdisciplinarité, la participation active, voilà. Par contre, ce qui m'a plutôt intrigué en fait dans cette petite recherche-là, c'est au niveau des rapports qui ont commenté les différents brouillons en fait pour parvenir à cette recommandation-là. Les rapports sont beaucoup plus marqués par des propos et des principes de l'éducation nouvelle. On a vraiment des propos. En fait, on a plusieurs États qui vont. Je vais le faire de tête. On a plusieurs États qui, effectivement, vont commencer à se soucier. Alors, ils insistent. On a le Japon, la Suisse, l'Afghanistan, de mémoire, qui insistent sur l'importance, effectivement, d'avoir cet article autour des méthodes actives. Néanmoins, tous vont faire remarquer qu'il y a une certaine complexité là-dedans et qu'il serait bon, en fait, de définir comment on met en place concrètement ces méthodes actives et ces moyens d'apprentissage. Et en fait, cette complexité ne va pas être abordée et l'article spécifiquement dédié aux méthodes actives va disparaître de la recommandation. Donc en fait, finalement, on va la retrouver plutôt au niveau de la formation des enseignants et on va plutôt se tourner vers les écoles associées de l'UNESCO en disant finalement, prenez ça comme modèle et c'est cette pédagogie-là qui serait bon de mettre en place pour une éducation pacifique. On tombe également sur des échanges, des courriers qui précisent que les méthodes actives et centrées sur les enfants sont à prendre pour acquises et que finalement on en parle depuis tellement d'années qu'il n'y a plus besoin de les mentionner. On va passer sur celle-là et on va aller à la conclusion. Je vous garde le concept d'influence centrale pour une prochaine fois, mais cette idée, la même idée est à peu près là. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, comme l'a démontré Rita et Bernard et Cécile, donc jusqu'en 1952, on pourrait dire qu'il s'agit d'une intériorisation active, d'une capillarisation qui s'opère par diffraction, filtrage et résorption. Néanmoins, la diffusion de cette pensée et l'inscription dans les outils normatifs sur les décennies suivantes vont s'inscrire en fait dans cette cause qui va venir chapeauter les actions du bureau, donc soit une éducation pacifique, et va concrètement trouver sa place dans une éducation par la paix. Néanmoins, on observe à partir des années 70 que plus il y a définition et plus il y a inscription dans les outils normatifs, plus le vocabulaire va disparaître de ces discours. Néanmoins, c'est toujours présent dans les coulisses. Et donc, pris pour acquis, on ne l'évoque plus. Et la question que je me suis posée, c'est comment cette mise sous silence, finalement, a-t-elle permis de renforcer une forme d'évincement ou, au contraire, de renforcer la présence des principes de l'éducation nouvelle dans les outils normatifs internationaux? Et comment cette stratégie visant au départ à rendre incontestables certaines pratiques va-t-elle contribuer ou non à une forme d'oubli? Donc ce petit point sur les années suivantes, cette notion de développement qui va être intrinsèquement liée à l'éducation pacifique, la question que je souhaiterais poser, c'est finalement est-ce qu'il n'y a pas là une tension entre le principe d'émancipation et l'imposition finalement d'un agenda international qui va venir régir les politiques éducatives nationales? Voilà, je vous remercie pour cette écoute active.